Bonjour Monsieur Pichette, c'est Mathieu Resco et je suis ici pour faire une présentation sur les chapitres 5 et 6 du cours Network Pro sur le site web Testout qu'on fait en classe. Donc, juste pour commencer, je vais faire un petit breakdown de ma présentation. Donc, pour la première pour le premier chapitre, je vais commencer par la section 5.1 sur le IP addressing. Je vais discuter de c'est quoi une adresse IP, comment elle est composée, c'est quoi son importance. Je vais parler aussi du subnetting et du VLSM, ainsi que la façon que les adresses IP sont assignées au host d'un réseau. Ensuite, prochaine section 5.5 que je vais présenter sur le Domain Name System. Je vais expliquer la structure hiérarchique du Domain Name System ainsi que la terminologie qui est reliée. Je vais décrire aussi le processus de récursion, donc le recursion process, utilisé pour obtenir de l'information du Domain Name System. Et je vais aussi finalement terminer en discutant des différents types de records utilisés pour stocker l'information dans le système DNS. Ensuite, dernière section, celle que j'ai choisie, 5.8. Je vais parler de comment faire du dépannage, du troubleshooting avec la commande ipconfig à l'aide de divers laboratoires offerts par Testout. Ensuite, pour la section 6, sur le switch management, je vais commencer en discutant de la section 6.4, parlant des Virtual LAN. Je vais expliquer c'est quoi un Virtual LAN, pourquoi est-ce que cette technologie est très utile dépendant des circonstances reliées au réseau. Je vais aussi démontrer comment configurer un Virtual LAN. Et finalement, je vais terminer en parlant un tout petit peu de qu'est-ce que c'est du trunking, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails puisque ça ne fait techniquement pas partie de la section 6.4, mais j'aimerais ça juste quand même faire un petit overview de ça, puisque je trouve que c'est quand même important. Ensuite, pour la dernière section obligatoire, 6.7, je vais essentiellement juste passer à travers quelques différents problèmes qui sont reliés au switch. Et puis, je vais décrire aussi les solutions, les solutions de ces problèmes ainsi que leurs causes potentielles. Donc, commençons avec le chapitre 5 sur IP Configuration. Première chose importante à comprendre, c'est quoi une adresse IP. Spécifiquement, une adresse IP version 4, c'est de ça qu'on va parler. Il existe aussi des adresses IP version 6, mais on ne va pas y toucher dans cette présentation. Les adresses IP sont qu'est-ce qui permet aux différents hosts de participer à un réseau basé sur le protocole IP, en donnant à chaque différent host un identifiant unique, le permettant aux hosts de communiquer entre eux sans confusion. En ce qui concerne les adresses IP comme telles, chaque adresse IP version 4 est composée de 32 bits divisés en 4 octets, donc 4 groupes de 8 bits essentiellement. Et la valeur de ces octets-là, au niveau décimal, peut varier entre 0 et 255. Et ça, c'est tout à cause du système binaire. Donc, le système binaire, c'est très important à comprendre puisque c'est comme ça que les ordinateurs lisent et comprennent leur information. C'est sous ce format-là, vraiment, qui sont les adresses IP. Donc, nous, typiquement, on voit une adresse IP sous ce format ici, donc le format décimal, mais vraiment, les ordinateurs la voient comme ça. C'est très important à comprendre ça, puisque c'est comme ça qu'on peut expliquer la façon que fonctionnent les adresses IP. Par exemple, j'ai dit que la valeur maximale d'un octet dans un octet d'une adresse IPv4 est de 255. Ça, c'est à cause qu'avec 8 bits binaires, donc, disons, on prend comme n'importe quel des offsets, sa valeur maximale, c'est 255, puisque 255, c'est le chiffre formé lorsque chacun des bits binaires a une valeur de 1. Donc, ce qui lui donne la plus haute valeur possible. Donc, petit rappel sur comment fonctionne le système binaire. Lorsqu'on veut trouver un chiffre ou un nombre binaire sous sa valeur décimale, il faut simplement, premièrement, commencer à le lire de droite à gauche. Il faut regarder quel bit a une valeur positive. Donc, on voit que c'est ces trois-là, si on prend l'exemple du chiffre 168 ici. Ensuite, il faut tout simplement regarder et additionner la valeur de chacun des bits avec la valeur de 1 en binaire. Donc, ici, on voit que le bit avait la position du 1 à 0, le 2 est 0, le 4 est 0. Et c'est aussi important de comprendre que chaque bit en binaire a 2 fois la valeur de celui qui le précédait. Donc ici, on voit que le 8 est présent, donc on a 8. On voit que le 16 n'est pas présent, on voit que le 32 n'est pas présent. On voit que le 64 n'est pas présent, mais on voit que le 128 est présent. Donc si on additionne 8
32 et 128 ensemble, excusez-moi, on voit que c'est comme ça qu'on obtient le chiffre en décimale 168. Donc maintenant, parlons de comment ils sont catégorisées les adresses IP. Donc les adresses IP peuvent être classées en 5 différentes classes. Donc les classes A, B, C, D et E. D et E, on ne va pas vraiment parler, c'est surtout utilisé à des fins expérimentales et aussi, je pense, pour du multicasting dans le cas de la classe D. Vraiment, on va porter sur les 3 classes les plus importantes, A, B et C. Et qu'est-ce que font les 3 différentes classes d'adresse IP, essentiellement? C'est qu'ils identifient quelle partie du réseau, ou quelle partie de l'adresse IP, excusez-moi, appartient et identifie le réseau à lequel appartient le host, et aussi à quelle partie de l'adresse IP identifie le host unique comme tel. Donc, par exemple, dans le cas d'une adresse de classe C, les 3 premiers octets de l'adresse IP appartiennent et identifient le réseau comme tel. Et tous les appareils sur un même réseau vont partager dans leur adresse IP les mêmes 3 octets identiques. Tandis que c'est seulement le dernier octet qui identifie le host comme tel. Donc cela fait en sorte que sur un réseau de classe C, il peut seulement y avoir 254 hosts uniques, puisqu'il y a seulement 254 adresses IP différentes qui peuvent être créées, assignées au host. Tandis que dans un réseau de classe B, les réseaux de classe B, c'est seulement les 2 premiers octets qui identifient le réseau. Cela veut dire qu'il y a moins de combinaisons d'adresses IP uniques pour créer des réseaux. Donc, par exemple, dans les réseaux de classe C, il y a plus de 2 millions de réseaux de classe C uniques qui peuvent être créés en utilisant ces 3 octets-là, mais il y a seulement 254 hosts qui peuvent être sur un réseau comme ça. Tandis que dans le reste de classe B, il y a seulement 16 000 réseaux uniques qui peuvent être créés, mais il peut y avoir au plus de 65 000 hosts différents qui peuvent participer à un même réseau de classe B. Donc, sachant ça, il est très important aussi de savoir comment différencier entre les différentes adresses, ou de savoir dans quelle classe appartient une adresse, appartient l'adresse lorsqu'on fait du classful addressing. Donc, si une adresse, et puis on peut savoir ça juste en regardant le premier octet d'un adresse IP, et regarder sa valeur décimale. Donc, si la valeur décimale du premier octet d'une adresse IP est entre 101 et 126, eh bien l'adresse IP appartient à la classe A. Si c'est entre 128 et 191, l'adresse IP appartient à la classe B. Si c'est entre 192 et 223, ça appartient à la classe C, etc., etc., etc. Maintenant, la dernière chose très importante que je veux vous parler, c'est des masques sur réseau par défaut. Donc, on voit que ici, chaque classe dans le tableau a un masque sous réseau par défaut qui y est associé. Et je vais juste expliquer c'est quoi que ça fait, le masque sous réseau. Donc, le masque sous réseau, c'est essentiellement, ça ressemble beaucoup à une adresse IP, dans le sens que c'est aussi un chiffre de 32 bits divisé en 4 octets. Et puis, si on regarde l'exemple ici, la job ou la tâche que doit faire le masque sous réseau, c'est identifier quel bit de l'adresse IP appartient au réseau et quel bit de l'adresse IP identifie les hosts. Donc, par exemple, ici, j'ai un masque sous réseau avec une valeur décimale de 255.255.255.0. Je ne sais pas pourquoi il y a 3 zéros, ça doit être un typo. Pas besoin d'avoir 3 zéros. Et c'est très important ici, si on le convertit sous le format binaire, on peut voir que chaque bit où il y a un 1 dans le masque sous réseau veut dire qu'il doit identifier que le même bit à la même position dans l'adresse IP appartient au réseau. Et c'est la même chose pour les hosts, sauf que c'est les bits ayant une valeur de 0. Et puis si tous les bits dans l'adresse IP à la même position que les bits avec une valeur de 0 dans le masque sous réseau appartiennent alors pour identifier les hosts. Et c'est comme ça qu'on peut savoir, et c'est comme ça que les classes ont leurs différentes portions comme
portion qui identifie le réseau versus la portion qui identifie le host divisé. Donc, maintenant qu'on comprend comment fonctionnent les classes d'adresse IP et aussi les masques sous réseau, je vais juste présenter quelque chose qu'il faut toujours prendre en considération lorsqu'on veut assigner des adresses IP sur un réseau. Et je vais utiliser ici l'exemple d'une adresse de classe C de 100, ici sur 192.168.56.0. Première chose qu'il faut toujours tenir en considération, c'est que la première adresse IP dans un range, donc l'adresse où toutes les valeurs de bits en binaire des hosts sont à 0, donc c'est comme host 0, ce serait comme host 0, mais c'est pas vraiment host 0. Cette adresse-là est toujours réservée pour le réseau comme tel, donc cette adresse-là identifie le réseau en entier. Maintenant, à l'autre bout complètement du spectre, disons, il y a la dernière adresse dans le range. Et cette adresse-là identifie et représente le broadcast address du réseau. Et aucun host peut assigner cette adresse IP-là non plus. Et l'adresse de broadcast, sa fonction, c'est si un appareil envoie un message ou de l'information désignée à cette adresse IP-là, cette information va être broadcast, c'est de là vient le mot, à tous les hosts sur le réseau. Dans le cas du réseau 192.168.56.0, l'adresse de broadcast serait 192.168.56.255. Et c'est entre ces deux adresses IP-là que tous les adresses IP de tous les hosts sur le même réseau se situent. Des choses qu'il faut tenir compte lorsqu'on veut assigner des adresses IP à des hosts, toutes les adresses IP doivent partager la même portion de réseau. Donc, toutes les adresses IP doivent commencer avec les trois mêmes octets dans le cas de l'adresse classée ici, 192.168.56.0. Donc, toutes les adresses IP doivent commencer avec 192.168.56. Et puis, ils doivent aussi partager le même masque sous réseau. Et aussi, et la raison qu'on a besoin, c'est qu'il faut que ces choses-là soient identiques pour tous les hosts sur le même réseau, c'est pour que, justement, les appareils sachent qu'ils sont sur le même réseau. À cause s'ils n'auraient pas la même portion du réseau, ça serait comme s'ils ne faisaient pas partie du même réseau. Comme le réseau ne serait pas identifié de la même façon. Mais toutes les adresses IP entre ces deux adresses-là, ici et ici, peuvent être utilisées. Donc, de 192.158.56.1 jusqu'à 192.168.56.254, toutes ces adresses-là peuvent être utilisées et assignées à des hosts différents, dépendamment de comment on veut assigner les adresses IP, puis c'est ça qu'on va voir. Donc, maintenant qu'on comprend c'est quoi un subnet mask, on va parler du subnetting, qui dépend beaucoup du concept du subnet mask. Donc, du subnetting, qu'est-ce que c'est essentiellement? C'est l'idée de prendre un plus grand réseau avec une adresse IP plus grande. Donc, disons, on pourrait prendre un grand réseau avec une adresse IP de classe B et le sous-diviser, le prendre et diviser ce réseau-là de façon physique en différents plus petits réseaux. On l'a divisé en différents plus petits réseaux. Et chacun de ces plus petits réseaux-là ont leur propre adresse IP. Donc, et ces petits réseaux-là, c'est ça qu'on appelle des subnets. Donc, si on prend un grand réseau avec une adresse de classe B, et bien on peut le diviser en plusieurs plus petits réseaux avec, par exemple, une adresse de classe C, ou qu'est-ce qui rentrait dans la classe C, mais c'est pas exactement vrai, ça. On va voir plus classless addressing un petit peu plus fort dans la présentation. Mais pour l'instant, c'est ça le concept général. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ferait du subnetting? Il existe plusieurs raisons. Premièrement, ça nous permet d'ajouter plus d'appareils à notre LAN. En créant plusieurs différents réseaux, ça nous permet d'éviter de frapper les limites créées par notre architecture de réseau physique. Donc, par exemple, certains appareils réseau et certains équipements de réseau ne peuvent pas avoir plus qu'un tel montant d'appareils sur un même réseau. Donc, en divisant en plusieurs plus petits réseaux, ça évite ça. Ça enlève aussi le haut, disons qu'on a un grand réseau avec plusieurs appareils, bien, en le divisant, ça élimine le haut montant de trafic sur un même grand réseau avec qui partage tout le même équipement. Et en le divisant, ce grand réseau en plus petit réseau, ça veut dire que le trafic devient beaucoup plus répandu, qu'il y a beaucoup moins de congestion de trafic dans
le réseau au large. Faire du subnetting permet aussi d'isoler certains systèmes du réseau. Donc, par exemple, disons qu'on a une entreprise avec un département de vente, un département de recherche et développement, ou d'ingénierie, ou je sais pas trop quoi. Eh bien, on serait capable de créer un subnet différent qui appartient à chacun des départements pour les garder séparés. Les subnets permettent aussi d'être beaucoup plus efficaces avec l'assignement des adresses IP. Par exemple, disons qu'on utilise on a un grand réseau, encore une fois, avec une adresse de classe B, mais ce que notre réseau a seulement 10 000 hosts dessus. Mais ça veut dire qu'il y a 55 000 adresses IP qui ne sont simplement pas utilisées. Et en divisant le réseau en plusieurs différents subnets, ça nous permet de seulement utiliser les adresses IP nécessaires. Et je vais rentrer un petit peu plus de détails pour ça. On va voir qu'est-ce que je veux dire avec mon prochain exemple. J'ai un beau petit tableau fait pour ça. Et dernière chose importante de savoir, c'est que les subnets sont créés avec l'utilisation de subnet masques, mais qui ne sont pas ceux par défaut. Donc, on a vu que chaque classe d'adresse IP avait un masque de sous-réseau par défaut, mais il est aussi possible de créer un masque de sous-réseau personnalisé. Donc, par exemple, ici, on pourrait utiliser un masque de 255.255.255.0 avec une adresse de classe B. Et qu'est-ce que ça fait? Et puis, on va voir ça va être quoi l'effet de ça sur la prochaine slide suivante. Donc, si on prend l'exemple de l'adresse de classe B, ici, on a l'adresse 198.50.0.0. Eh bien, si on décide qu'on voulait subnetter cette adresse-là, et on ferait ça en utilisant un masque sous réseau personnalisé. Donc, ici, on a juste le masque sous réseau par défaut qui est utilisé, mais ici, on a le masque sous réseau 255.255.255.0. Ce qui veut dire que maintenant, même si ce serait normalement une adresse de classe B, cette adresse-là, le troisième octet de l'adresse appartient maintenant au réseau. Donc, il identifie quand même le réseau. Ici, on passe une couple de sections ici. On peut voir que ça fait en sorte que plusieurs différentes adresses de réseau peuvent être maintenant créées. Donc, par exemple, on peut créer l'adresse 188.50.1.2.3, etc., jusqu'à 255, puisque le troisième octet fait maintenant partie techniquement du réseau. Et que du réseau. Mais là, maintenant si on utilise une de ces adresses-là, ici, les adresses qui sont personnalisées, disons, ça veut dire qu'on peut seulement utiliser 254 hosts par réseau comparé ou hosts par subnet, comparé aux 65 000 qu'une adresse de classe B aurait souvent, puisque maintenant que le troisième octet fait identifier maintenant le réseau, il y a seulement un octet qui peut identifier les hosts individuels sur le réseau comme tel. Et on a vu pourquoi que ça changerait les choses quand on a parlé des classes d'adresse. Donc, quand on a comparé la classe B à la classe C précédemment. Essentiellement, on peut voir aussi que, tu vois, on a notre host address range, ici en bas pour l'adresse par défaut, est beaucoup plus haut que ceux pour nos réseaux individuels, essentiellement. Donc, ouais, ça, c'est ça. Lorsqu'on veut créer des sous-réseaux, il est aussi possible d'utiliser une technologie qui s'appelle du Classes Interdomain Mounting et une de ses fonctionnalités qui s'appelle du Variable Length Subnet Masking ou du VLSM. Et cette technologie-là, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle permet à un utilisateur ou à un administrateur de réseau d'indiquer spécifiquement quel bit de l'adresse IP appartient au réseau et quel bit de l'adresse IP identifie les hosts individuels sur le réseau. Donc, par exemple, un administrateur ou un utilisateur pourrait créer un masque sous réseau de 255.192.0.0 et l'associer à une adresse de classe A, par exemple. Et comme qu'on connaît, comme qu'on le sait, à cause que c'est un masque sous réseau, si on regarde ici la valeur binaire du 255.192.0.0, on constate que, à cause qu'on sait comment fonctionnent les masques sous réseau, que les deux premières bits, et seulement les deux premières bits, du deuxième octet de l'adresse IP vont appartenir au réseau. C'est-à-dire ils vont
identifier le réseau. Mais le reste de l'octet, les 6 autres bits, vont quand même identifier les hosts sur le réseau. Donc, ce n'est pas besoin d'être un octet au complet qui appartient soit au réseau ou au host sur le réseau. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire quelque chose comme ça? Eh bien, en contrôlant spécifiquement les bits qui appartiennent individuellement au réseau versus au host, en contrôlant ce chiffre-là spécifiquement et en lui assignant une valeur autre que juste 255 ou 0, ça nous permet de beaucoup mieux contrôler la façon que les subnets sont créés. Si je reste avec l'exemple de l'adresse 10.0.0.0 de l'adresse de classe A qui est ma sous-réseau personnalisé de 255.192.0.0, on peut constater qu'en utilisant ce masque sur réseau, en regardant le tableau ici, au lieu de juste créer des adresses de sous-réseau de 1 jusqu'à 255 dans comme le deuxième octet, on est capable en utilisant ce masque sous-réseau-là, ça fait en sorte qu'on peut juste contrôler le nombre de sous-réseaux ou d'adresses de sous-réseau qu'on veut créer. Par exemple, dans ce cas ici, en utilisant 10 bits et pour identifier la partie de l'adresse IP qui appartient au réseau, on est capable de créer 4 adresses de sous-réseau. Donc, dans le cas de l'adresse 10.0.0.0, les adresses seraient 10.0.0.0, mais aussi 10.64.0.0, 10.128.0.0 et 10.192.0.0. On est capable de déterminer ces adresses, quelles adresses de sous-réseau seront créées, en observant ou en utilisant le système binaire. Donc, si on regarde le dernier chiffre qui a été utilisé ici, ou le dernier bit qui identifie la portion de l'adresse IP qui appartient au réseau. Bien, dans ce cas-ci, la valeur de ce bit-là, c'est de 64. Donc, le 10e bit a une valeur de 64 dans ce cas ici. Et à cause de ça, on peut constater aussi que cette valeur de 64-là est identique à celle qui sépare les différentes adresses de sous-réseau. Donc, par exemple, on va de l'adresse numéro 10, ensuite on saute de 64 et on va à la valeur de 64, ensuite un autre saut à 128, et finalement un dernier saut à 192, qui est aussi la valeur totale dans l'octet des 2 bits qui ont été créés en utilisant le VLSM. Dernière chose importante à constater, c'est que dans une adresse de sous-réseau avec du VLSM, l'octet avec la longueur variable, bien, il faut aussi constater que sa valeur décimale ne va pas rester pareil. Donc, typiquement, lorsqu'on utilise un masque sous-réseau avec une valeur décimale de seulement 255 à 0, les valeurs, les octets qui identifiaient le réseau restaient toujours pareils. Mais à cause de ça, si je réfère à mon prochain slide ici, techniquement, disons qu'on utilise cette adresse IP ici de 10.62.255.46. Bien, le deuxième octet, oui, les 2 premières bits vont toujours avoir la même valeur. Disons, dans ce cas-ci, ce sera de 0, 0. Cependant, les octets qui suivent peuvent tous changer dépendamment du host, puisque ces bits-là peuvent être modifiés pour identifier un host spécifique, puisqu'ils appartiennent au host selon notre subnet mask. Donc, la valeur décimale de l'octet au complet peut changer, et même s'il y a des bits qui appartiennent au réseau, dans l'octet ne va pas rester unique, ne va pas rester pareil, même si 2 appareils sont sur le même réseau. Aussi, une autre chose, la notation CIDR peut aussi être utilisée pour identifier le nombre de bits qui appartiennent au réseau. Comme par ici, on a la barre oblique 10 associée à l'adresse IP ici. Puis ça, que ça veut dire, c'est que les 10 premiers bits de l'adresse IP, donc les 10 premiers bits ici, appartiennent au réseau. Aussi, une dernière chose que je réalise que j'ai pas oublié de mentionner, c'est que lorsqu'on utilise du VLSM, il est impossible de alterner entre les chiffres
1 et 0 lorsqu'on crée le subnet mask. Donc, par exemple, ici, si on crée comme le premier 8 bits avec des 1, ensuite on fait un bit qui appartient au réseau, mais on suit par un bit qui appartient au host, puis on identifie un autre bit qui appartient au réseau. Ben, faire ça, simplement, ça ne fonctionne pas. Il faut que les bits se suivent comme dans l'adresse. Donc, il faut que tous les bits restent identiques jusqu'à temps qu'ils changent à un certain point, et puis là, ils peuvent continuer, mais il faut qu'ils restent tendus jusqu'à la fin du masque sous réseau. Donc, maintenant qu'on comprend comment fonctionnent les adresses IP comme telles, on va discuter de comment que les adresses IP sont assignées aux différents hosts sur un réseau. Donc, la première façon principale de faire les choses, c'est en utilisant du static assignment. Le static assignment, qu'est-ce que c'est essentiellement? C'est qu'à chaque fois qu'un appareil veut se rejoindre à un réseau existant ou qu'un réseau veut être créé, eh bien, il faut qu'un administrateur ou un utilisateur ait dans les paramètres de chacun des appareils qui veulent se rejoindre au réseau et qu'il configure manuellement son adresse IP, son masque sous réseau et aussi d'autres paramètres tels que l'adresse IP de la passerelle par défaut du réseau, le serveur DNS du réseau, etc. Par exemple, dans Windows, il faut aller dans les propriétés Ethernet, dans le centre Network and Sharing, je pense que c'est ça que ça s'appelle, si je me souviens bien, pour faire ces configurations-là. Maintenant, cette façon n'est pas la meilleure façon de faire les choses, puisque premièrement, il est très difficile d'agrandir des réseaux ou d'utiliser du static assignment avec des réseaux qui agrandissent beaucoup ou qui vont beaucoup d'appareils qui rentrent et qui sortent, et aussi avec des grands réseaux qui doivent être créés, puisque ça prend beaucoup de temps à aller à chaque différent host et de manuellement assigner des paramètres pour chacun de ces hosts. Surtout si les utilisateurs du réseau ne sont peut-être pas assez n'ont pas la capacité de changer ces paramètres-là par eux-mêmes. Donc, idéalement, le static assignment serait seulement utilisé dans les cas où c'est absolument nécessaire, comme par exemple avec des appareils qui ne devraient jamais changer d'adresse IP, comme des serveurs, des imprimantes, des routeurs, etc. La deuxième est typiquement la meilleure façon et la façon la plus facile d'assigner des adresses IP, c'est en utilisant le service DHCP. Le service DHCP est souvent inclus dans les routeurs, mais il existe aussi des serveurs complètement dédiés à répondre à des requests DHCP des hosts. La façon que ça fonctionne, c'est que typiquement un serveur DHCP va avoir ce qu'on appelle un scope. Un scope définit le range d'adresses IP que le serveur DHCP peut assigner aux différents hosts sur le réseau. Le serveur DHCP, le scope peut aussi inclure d'autres options, telles que, par exemple, c'est quoi l'adresse IP de la passerelle par défaut du réseau, ainsi que l'adresse IP, par exemple, d'un serveur DNS et beaucoup d'autres options qui se situent dans les paramètres des serveurs DHCP, des services DHCP, inclus avec les routeurs. Et il est aussi important de savoir que lorsqu'on configure un serveur DHCP, un scope doit être créé pour chacun des différents sous-réseaux dans le réseau au complet. La façon que ça fonctionne, c'est que un host qui rejoint le réseau envoie un host qui est configuré, doit premièrement être configuré pour obtenir son adresse IP automatiquement. Ici, dans Windows, on peut voir que c'est pas ce qui a été sélectionné dans le static IP assignment, c'est l'autre option qui dit obtenir automatiquement une adresse IP. Et puis, les hosts qui sont configurés pour utiliser le DHCP envoient un request sur la deuxième couche du modèle OSI, donc sur le Data Link Layer, au serveur DHCP et font une demande pour recevoir de l'information DHCP. Au minimum, ça doit être une adresse IP qui doit être fournie au host et un masque sous réseau, mais comme j'ai dit, ça peut aussi être une adresse pour le passerelle par défaut, DNS, blablabla. Le serveur DHCP par la suite répond au request du host et lui donne une adresse IP aléatoire ainsi que l'autre information spécifique. Et puis, cette adresse-là peut être n'importe quelle adresse qui a été dans le range spécifié dans le scope du serveur DHCP. Il peut aussi y avoir des réservations dans les paramètres du scope du serveur DHCP, où à chaque fois qu'un même host se rejoint au même réseau, mais le serveur DHCP peut toujours assigner la même adresse IP à ce host-là, et peut lui aussi avoir des
des exceptions, des exemptions, qui font en sorte que certaines adresses IP ne seront jamais assignées par le serveur DHCP. Maintenant, une fois qu'un host reçoit sa configuration via DHCP, eh bien, il faut que cette configuration-là se fait renouveler. Je pense que par défaut, par exemple, dans les serveurs, dans le service DHCP, dans des serveurs Windows, comme celui qu'on voit ici en bas, c'est la période de lease qu'on appelle, est par défaut une période de 8 jours. Donc, à chaque 8 jours, il faut que le host recontacte le serveur DHCP pour renouveler ses paramètres DHCP. Mais ce temps de lease-là peut être configuré par un administrateur dépendamment du besoin de la situation. Dernière petite note très importante, c'est que si un serveur DHCP se situe comme un subnet différent qu'un host qui envoie un request DHCP, mais puisque le processus de DHCP se passe à la deuxième couche du modèle OSI, il est important de configurer son routeur, de configurer soit son routeur avec un service de IP helper pour forwarder les requests DHCP d'un subnet à l'autre, ou il est aussi possible de configurer pas un serveur DHCP, un DHCP relay qui permettrait aussi aux requests DHCP de se promener d'un subnet à l'autre. Et sur ce, on a officiellement terminé la section 5 et on va passer ensuite à la prochaine section 6 de Network Pro, portant sur l'entretien, l'utilisation des switches. Donc, on vient de finir la partie 5.1 du chapitre 5. Passons à la partie 5.5, qui va toucher sur le Domain Name System, ou DNS pour court. Maintenant, c'est quoi le Domain Name System? Essentiellement, le Domain Name System est un système, évidemment, c'est un système qui permet de traduire les noms logiques de hosts qui appartiennent à plusieurs réseaux, à différents endroits dans le monde, à une adresse IP. Et ça, c'est très important puisque ça rend notre vie en tant qu'humain et utilisateur de la technologie beaucoup plus facile. Par exemple, disons que je voulais accéder à un host en quelque part d'autre dans le monde pour me connecter à un site web, donc disons Google. Eh bien, moi, ça serait très difficile pour moi de me souvenir par cœur de l'adresse IP du serveur de Google. Donc, au lieu, c'est beaucoup plus facile pour moi de me rappeler juste du nom du site web ou du web server de Google, donc www.google.com ou .co, peu importe. Eh bien là, le système DNS va être capable de prendre ce nom-là que moi j'ai mis dans mon furteur web et de le traduire en utilisant le processus de récursion en une adresse IP, et par la suite, mon ordinateur va être capable de communiquer avec celui de Google. Maintenant, le système, le DNS, je ne veux pas dire le système DNS, à cause de ça, c'est comme dire système deux fois. Anyways, pas important. C'est un système très hiérarchique et qui suit un chemin très spécifique. Je vais montrer l'hiérarchie de quoi ça a l'air, spécifiquement dans deux slides, je pense. Et c'est aussi une base de données. Donc, le Domain Name System, c'est essentiellement une énorme base de données qui est distribuée partout dans le monde. Tout simplement, puisque toute l'information qui est contenue dans le Domain Name System ne peut pas être stockée à un endroit. Pensez à tous les différents sites web qui existent partout dans le monde. Ce serait impossible d'avoir tout ça juste sur un ordinateur à une place, puis ça serait aussi très dangereux du point de vue de sécurité. Entre autres, comme je dis, plusieurs serveurs DNS partout dans le monde. Il y a 13 clusters de root servers distribués partout sur la planète. On va en parler encore lorsqu'on va parler de l'hierarchie. Il y a des centaines de top-level domains génériques. Aussi, on va encore voir ça avec l'hierarchie, d'exemple des serveurs.com, .org, .net, etc., etc. Et plus de 275 top-level domains spécifiques au pays. Par exemple, .ca, .us, .uk, etc., etc., etc. Maintenant, parlons de l'hiérarchie du Domain Name System et comment elle peut être divisée, et analysons aussi ses différentes couches. Donc, si je suis capable de prendre mon petit pointeur ici, l'hiérarchie du système DNS commence toujours par ici le dot domain ou le root domain, qui dénote essentiellement toujours
un Fully Qualified Domain Name ou un FQDN. Et on va parler de c'est quoi ça dans la prochaine slide. Suivant le root domain dans l'hierarchie est la deuxième couche ici qui représente les top level domains. Donc c'est tous les domaines comme .com, .net, .edu, .org, .ca, .us, etc., etc. Et sous chacun des différents top level domains se situent les second level domains ou additional domains qui se situent ici. Par exemple, dans ce beau graphique, on a professormesser.com. Et aussi, grand merci à M. Professeur Messer pour avoir créé ce beau graphique que je peux utiliser dans ma présentation. Et qu'est-ce qui est important de savoir à propos des second level domains ou additional level domains, c'est que ceux-ci sont toujours administrés et appartiennent à soit une compagnie, un organisme ou un individu en particulier. Et sous les additional ou second level domains, on peut trouver soit des sous-domaines, ici comme East et West, ou aussi des noms des domain names pour les hosts qui se situent sous le domaine, sous le second level domain. Maintenant, il est aussi important de savoir que le système DNS, spécifiquement l'hierarchie, peut être divisé en ce qu'on appelle des zones DNS. Donc, essentiellement, si je prends l'exemple ici sur notre diagramme, professormesser.com et tout ce que c'est situé sous, professormesser.com pourrait appartenir à une grande zone, ou elle pourrait aussi être divisée en différentes zones. Donc, on pourrait avoir une zone pour professormesser.com et les trois hosts ici, www, live et mail, et une autre zone pour East et une autre zone pour West, par exemple. Qu'est-ce qui est important de savoir à propos des zones, c'est que chaque zone DNS doit avoir au moins qu'est-ce qu'on appelle un authoritative server ou au moins un name server. Et dans ce serveur DNS-là, va se situer un zone file qui va être utilisé par le serveur DNS pour processer des name resolution requests. Et puis, dans ce zone file-là, se situe toute l'information à propos de la zone, des domain names dans la zone et des domaines, des domain names dans la zone et puis juste les domaines qui se situent dans la zone. Donc maintenant, j'ai parlé de un FQDN ou Fully Qualified Domain Name. Maintenant, c'est quoi un Fully Qualified Domain Name? Bien, un Fully Qualified Domain Name, c'est essentiellement ce qu'on voit juste ici. Ça, c'en est un exemple parfait en utilisant l'hierarchie qu'on vient juste de voir. Donc, www.professormesser.com. Un Fully Qualified Domain Name va essentiellement toujours inclure le nom d'un host. Donc, dans ce cas-ci, ça serait professormesser.com. Et tous les autres noms de domaine entre ce host-là, essentiellement, et le root domain dans l'hierarchie. Donc, si on prend, par exemple, ce domaine-là et que je retourne dans mon hiérarchie, on peut voir qu'on commence toujours par le www dans le web server et qu'on remonte dans l'hierarchie au professormesser.com, au domaine.com et finalement au root domain. Et chacun de ces domaines-là se retrouve dans le Fully Qualified Domain Name et sont séparés par des points. Aussi, important à noter que le root domain techniquement est toujours dans un Fully Qualified Domain Name, mais souvent il est omis puisqu'il est sous-entendu. Donc maintenant qu'on comprend l'hiérarchie du système DNS et c'est quoi un Fully Qualified Domain Name, on peut maintenant parler du Recursion Process, qui est le processus utilisé par le système DNS pour convertir ou résolver, si on veut dire, un nom d'un host ou un FQDN, comme par exemple www.professormesser.com, avec une adresse IP. Donc maintenant, parlons de ça. Le processus commence toujours avec le resolver, qui est l'ordinateur qui essentiellement envoie le request DNS, et puis l'ordinateur qui veut essentiellement trouver l'adresse, ou le host qui veut trouver l'adresse IP du deuxième host qu'il recherche. Donc le resolver va regarder dans son cache et aussi dans son host file, qui est un fichier texte sur le host, qui contient de l'information sur les adresses IP et sur avec quels noms du domaine qui sont associés, qui override les décisions à apporter avec le système DNS. Et puis si le host ou le resolver n'est pas capable de trouver l'adresse
IP du host name ou du fully qualified domain name qu'il recherche, le resolver va ensuite envoyer un request au prochain, à son local DNS server ou son local name server. Ce serveur-là peut être soit à l'intérieur du même réseau que le resolver, ou aussi peut se trouver à l'extérieur de ce réseau-là. Une fois que le local name server reçoit le request, il regarde le nom, le fully qualified domain name qu'il a reçu, et il recherche premièrement si ce fully qualified domain name-là est associé à une adresse IP dans son cache et dans son host file, et aussi, s'il ne se situe pas là, dans son zone file. Et puis une fois que, si ce local name server-là voit que le fully qualified, que le host que le resolver recherche n'existe pas dans sa zone, essentiellement, il va forwarder le request au root server, donc juste au top de l'hierarchie qu'on a vu. Le root server va par la suite dire au local name server que si le local name server cherche n'importe quel host fully qualified domain name avec un .com, qu'il devait envoyer son request au un name server qui fait partie de la zone du top level domain.com. Donc le root server va renvoyer une adresse IP pour un name server qui appartient dans la zone du top level domain.com. Ensuite, le local name server va ensuite renvoyer le request à un serveur dans un serveur qui est en charge de la zone.com. Et puis ce serveur-là va faire la même chose que le root server. Il va renvoyer une adresse IP pour un serveur DNS qui est en charge du domaine professormesser.com. Par la suite, le local name server va forwarder le request au name server de la zone de professormesser.com. Et ce name server-là va être capable de regarder dans son zone file et puis voir que oui, le host www appartient à ma zone. Et ensuite, ce name server-là va être capable de renvoyer l'adresse IP du host comme tel au local name server qui va par la suite l'ajouter dans son cache et va aussi renvoyer cette adresse IP-là, la retourner au resolver qui va aussi le mettre dans son cache. Donc, on a parlé beaucoup des zone files dans les sections précédentes, dans l'hiérarchie, lorsqu'on parlait de l'hiérarchie du système DNS ainsi que le recursion process. Maintenant, je vais discuter un peu de qu'est-ce qui se trouve dans un zone file. Donc, dans le zone file, c'est essentiellement, il retrouve plusieurs choses qu'on appelle des DNS records. Et les DNS records, qu'est-ce qu'ils font? C'est que lorsque un serveur DNS reçoit un request pour processer de l'information, eh bien, les DNS records qui se trouvent dans le zone file disent au serveur DNS quoi faire avec l'information qu'ils ont reçue. Il existe plusieurs différents types de DNS records. Il en existe 30 environ, et je vais vous présenter quelques-uns des plus communs. Donc, le plus commun et le plus utile sont les A-records ou les address records. Ces records-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mappent ou ils associent un IPv4 DNS hostname avec une adresse IP IPv4. Donc, lorsque essentiellement, par exemple, lorsque un serveur DNS reçoit un request qui lui demande quelle est l'adresse IP pour tel host, et bien il est capable de dire ce nom-là est associé avec telle adresse. C'est essentiellement ça de quoi on parlait quand on disait que ça nous permettait, nous les humains, utiliser des mots que nous on pouvait rappeler facilement au lieu des adresses IP lorsqu'on faisait de la réseautique. Il existe aussi les quadruple records ou les quadruple address records, je pense que c'est comme ça que c'est appelé. Et puis ce type de record-là, c'est très très similaire au A-record normal. La seule différence, c'est que ça utilise une adresse IP version 6 au lieu du IPv4. Il existe aussi des canonical name records ou des C-name records. Ces records-là, essentiellement, c'est comme s'ils stockent des alias pour un même A-record. Donc le C-name record, essentiellement, il y en a plusieurs pour
pour chaque alias possible ou alias possible d'un même A-record. Et puis lorsque le serveur DNS reçoit un request pour avec ce CNAME record-là, eh bien, il est capable de le pointer au bon A-record. Il y a aussi les Mail Exchanger Records. Ces records-là sont utilisés pour identifier les différents serveurs SMTP ou des mail servers dans la zone DNS du serveur. Donc, ça pointe comme le IP host domain hostname du serveur. Et puis, ça l'associe avec le nom comme tel du serveur. Il est aussi important de savoir que les serveurs, on ne peut pas juste utiliser un Mail Exchanger Record, il faut aussi créer un A-Record avec une adresse IP pour le serveur, en plus du Mail Exchanger Record. Il y a aussi les Name Server Records, et ces records-là identifient dans la zone quels serveurs sont capables de processer des Name Resolution Requests. Donc, c'est quels serveurs sont capables de processer des requests DNS. Il y a aussi des Pointer Records qui, eux, sont l'opposé des A-Records. Donc, au lieu d'associer un IP domain hostname à une IP address, ça l'associe un IP address à un domain hostname. Et ça peut être utilisé pour faire des reverse lookup. Donc, au lieu de taper le nom de quelque chose pour essayer de trouver son adresse IP, eh bien, on peut fournir un adresse IP au serveur DNS et puis il peut par la suite nous revenir avec le IP domain hostname de l'appareil. Il y a aussi les SRV records ou les Service Locator records, et ces records-là pointent les requests pour des requests vers des différentes ressources pour différents services qui existent, qui peuvent être utilisés. Donc vraiment, les SRV records, leur job, c'est d'identifier dans la zone quels services sont capables d'être fournis par quel appareil, comme par exemple des domain controllers. Comme j'ai dit, il y en existe plusieurs différents types de DNS record, et il y en a plusieurs d'autres de ce que vous voyez juste à l'écran en ce moment. Une autre chose importante à savoir à propos des DNS records, c'est comment fonctionne du dynamic DNS. Dynamic DNS, essentiellement, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça permet à soit des hosts sur un réseau, ou aussi des serveurs DHCP sur un réseau, de updater les records dans un DNS zone file, comme pour accommoder différentes situations. Par exemple, si un serveur DHCP assigne un nouvel adresse IP à un nouveau host, bien, le serveur DHCP est capable d'utiliser du DDNS pour updater le A-record de ce host-là. Et d'autres situations du même genre. Et maintenant qu'on a vu les records, ça complète essentiellement tout ce qui est de la section 5.5 sur le Domain Name System. Donc, ok, maintenant on est rendu à la dernière section de la section 5. Donc, et on va terminer la section 5 juste en faisant un petit peu de troubleshooting. Donc, essentiellement, je vais utiliser, je pense, les 3 labs qui sont donnés par TestOut dans la section 5.8, qui est la section que je vais vous présenter, pour juste démontrer comment on peut utiliser la commande ipconfig, spécifiquement les commandes ipconfig /all/renew et /release, pour faire du dépannage de réseau et pour résoudre et solutionner des problèmes qui peuvent se produire lorsqu'on administre un réseau et qui peuvent survenir lorsqu'on administre un réseau. Donc, première petite situation que je vais utiliser pour démontrer comment utiliser la commande ipconfig. Je vais la lire, c'est en anglais, je suis désolé que c'est en anglais, mais c'est test out, qu'est-ce qu'on veut. Donc, situation est comme qui suit. You are a network technician for a small corporate network. The network is connected to the internet and uses DHCP for address assignment. The employees in the support office and support office 2 report that their workstations can communicate with some computers on the network, but not on the internet. You need to diagnose and fix the problem. OK. Quand que je vois que les ordinateurs sont capables de communiquer entre eux, mais pas à l'Internet, ça me dit 2 choses vraiment. La première chose, c'est probablement ça qui va être le problème. Je suis pas mal certain. C'est le fait que, probablement que, lorsque le DHCP de cette compagnie-là, ou cet édifice-là a été configuré,
eh bien, la mauvaise adresse de la passerelle par défaut a été donnée. Donc, et puis ça ferait en sorte que, bien évidemment, les hosts sur le réseau n'auraient pas accès ou ne seraient pas capables d'accéder à la passerelle par défaut, car l'adresse qu'ils auraient ferait juste envoyer les paquets d'informatique comme absolument nulle part, puisque il n'y a rien à cette adresse-là. Ça pourrait aussi, je pense, techniquement être du PIPA. Si le serveur DHCP, pour une raison ou une autre, juste ne fonctionne pas, les hosts sont pas capables de communiquer avec. Et puis si tous les hosts sur le même, je pense le même subnet, le même réseau, seraient configurés avec le PIPA, ben techniquement, ça pourrait être ça, mais ça m'étonnerait que ça soit ça. Juste à cause que il y a juste beaucoup plus de chances que ça soit juste une mauvaise adresse pour le default gateway. So, si je commence dans lab, première chose que je vais faire, après que je vais être rentré dedans, je vais aller tout simplement sur un des appareils. So, c'était Office 2 et Support. Ouais. Je vais aller sur Office 2. Et je vais aller juste taper ici CMD pour ouvrir un command prompt. C'est ici essentiellement que je vais utiliser ipconfig. On sait tout ça. On a tout fait le cours de TEJ. Ça fait 2 ans que j'ai le presse. Je sais c'est quoi CMD. Je vais faire ipconfig/all, comme ça je peux avoir comme ça je peux voir toute l'information à propos de la connexion au réseau qui, comme on peut le voir ici juste en bas à droite, n'est pas bien configuré et que évidemment personne n'a pu accéder. Donc si je regarde ça, première chose que je vois c'est ici, ok, default gateway c'est 192.168.0.4, c'est ça l'adresse IPv4. Maintenant je vais confirmer dans l'exhibit. Ouais. Donc, ok, c'est ça que je pensais. Donc, on voit ici le building et router. Ça, c'est le routeur que tous les appareils dans l'édifice ici utilisent. Et bien, on peut voir que comme 192.1.6.0.4, c'est pas son adresse IP selon le petit schéma ici. En fait, c'est .5, pas .4. Donc là, ça veut dire que le serveur DHCP, pour une raison ou une autre, puis oui, c'est le serveur DHCP à cause il n'y a pas de PIPA, il n'y a pas une adresse PIPA. Ça veut dire que le serveur DHCP a été configuré avec la mauvaise adresse IP pour le routeur pour une raison quelconque, je sais pas, quelqu'un l'a juste mal configuré probablement. Et puis là, tous les appareils sur le subnet au moins, avec le scope qui a été mal configuré, n'ont tout simplement pas la bonne adresse, donc leur information qu'ils envoient n'aboutit nulle part, puisque il y a aucun, je pense pas qu'il y a même un appareil à 192.168.0.5, ça la voit juste dans le vide. So là, prochaine chose que je vais faire, je vais retourner sur le floor plan ici, et puis je vais aller sur le serveur ici. C'est ici. Ensuite, je vais juste aller, je vois ici, il y a déjà le Hyper-V, le Virtual Machine Manager ici ouvert. Je vais juste cliquer sur Corp Server pour voir la liste des Virtual Machines, puis je vais ouvrir Corp DHCP à cause dans Testout, eux autres, c'est pas juste le routeur, c'est pas un service inclus avec le routeur qui ont décidé de faire, c'est qu'ils ont un serveur DHCP dédié dans leur réseau, leur exercice qu'ils font eux autres. Ensuite, je vais juste aller ici dans le Server Manager Dashboard, je vais cliquer sur Tools, puis je vais aller sur DHCP pour voir le petit menu de DHCP. Ensuite, je vais checker les deux scopes ici. So, il y a 2 subnets, donc le DHCP a configuré, excusez-moi, 2 subnets, puis je suis pas capable de voir c'est quoi qui est quoi. Ouais. Ok. So, je vais aller ici. Je vais faire un clic de droit. Non, je vais aller ici, ouais. Je vais cliquer sur Scope Options. Ensuite, si je clique sur Scope Options, je vois les différentes options qui ont été configurées par la personne qui a fait le scope initialement. Puis on voit ici comme routeur, l'option, c'est pas la bonne adresse IP. Donc ça a besoin d'être modifié. Donc si je clique Property, tu vois, c'est ça ici. Je peux Remove, je peux juste enlever. So, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans Scope Option. Comme je suis allé ici, j'ai juste ouvert quelques menus. So, IPv4. J'ai ouvert le scope du subnet 1. Puis lorsque je clique sur Scope Option, je vois que le routeur n'a pas les bonnes options, n'a pas la bonne adresse IP configurée. Donc, tu vas dans Property, puis je vois ici, si je clique sur l'adresse IP incorrecte, je peux juste cliquer Remove, donc je peux l'enlever de la liste. Puis là, ça revient ici, puis je peux changer le cap avec un 5, puis je peux ensuite rajouter la bonne adresse
à la liste, je peux l'appliquer. Et maintenant, est-ce que ça va fonctionner, mon affaire? Ouais, ok, il fallait juste comme, elle se disait encore .4, il fallait juste que comme je sorte puis que je rentre dans le menu pour que ça update. Puis je vais juste checker sur ça, c'est bon. Je vais voir si le scope Subnet 2. Ouais, Subnet 2, c'est quelque chose de complètement différent. Je pense que c'est vraiment juste le Subnet 1 où est situé nos appareils. Ici, je pense que c'est comme ça qu'ils ont configuré. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai réparé essentiellement le problème. Je vais retourner sur Office 2. Puis, c'est encore, l'ordinateur n'est pas encore capable de se connecter à l'Internet. Mais honnêtement, ça m'étonne pas beaucoup à cause que cet ordinateur-là, à moins que tu le rebootes ou que tu utilises les commandes suivantes. Les commandes que je vais rentrer dans le CMD prochainement, mais ça va encore utiliser la configuration qu'elle avait avant, que le serveur DHCP avait avant. Donc, et puis, comme ça, update pas automatiquement les paramètres de DHCP. Il faut que le host envoie comme un request au serveur DHCP, puis le host envoie seulement un request pour changer ses paramètres si soit le host s'éteint puis se rallume, soit un reboot, ou si tu utilises les commandes suivantes. Donc, je vais ici, ça va. Ah oui, ipconfig, comme c'est, release. Ça veut dire qu'essentiellement, le host, le Office 2 computer, va juste comme laisser faire toute l'information IP qu'il y avait déjà. Release. Ensuite, tu vois, il n'y a rien sur Auto Configuration Enable, mais là, il y a comme rien de configuré, je pense. Il n'y a pas. Ouais, tu vois, techniquement, j'ai juste de le mettre en APIPA. Là, si je fais ipconfig /renew, ça envoie un autre request au serveur DHCP. Et puis, tada, comme on peut le voir ici, Default Gateway, ça c'est l'information, la nouvelle information que le host vient juste de recevoir avec le request DHCP que ça a envoyé quand j'ai tapé ipconfig /renew. Et puis là, comme on peut voir ici, quand j'ai fait ça, la connexion fonctionne maintenant. Et puis c'est essentiellement la même chose qu'il faut faire avec Support Office, l'ordinateur dans le Support Office. Je ne vais pas montrer ça, à cause c'est littéralement la même chose, c'est pas nécessaire. Donc, ok. Deuxième situation de troubleshooting que je vais vous présenter. Donc, je vais commencer juste en lisant la situation. You are a network technician for a small corporate network. The network is connected to the internet and uses DHCP for address assignment. The owner of the company, the executive office, and a temporary employee in IT administration in IT administrative office, bonne belle phrase, both report that their workstations can communicate with some computers on the network but cannot communicate with the internet. You need to diagnose and fix the problem. Ok, là, ça me dit que en lisant ça, je pense automatiquement du APIPA. Donc, je pense, selon moi, qu'est-ce qui devrait arriver, c'est que le serveur DHCP, pour une raison ou une autre, il n'y a comme pas une connexion. Les workstations, comme les hosts sur les réseaux, ne sont pas capables de communiquer avec le serveur DHCP. Donc là, certains ordinateurs, il y en a qui sont allés avec APIPA. Donc, essentiellement, APIPA, je sais qu'on ne va pas voir ça, cette section-là spécifiquement. Il faut juste savoir que lorsqu'un workstation est configuré pour utiliser du DHCP, mais ne peut pas accéder au serveur DHCP, eh bien, il utilise une adresse APIPA dans le range de 169. Je pense 255, 254. Quelque chose comme ça. Et puis, lorsqu'un ordinateur a une adresse APIPA, eh bien oui, l'ordinateur peut communiquer avec d'autres ordinateurs sur le réseau qui ont aussi une adresse APIPA, mais il ne peut pas communiquer avec d'autres ordinateurs qui n'utilisent pas une adresse APIPA, sur les ordinateurs avec un assignment statique ou des ordinateurs qui utilisent encore leur information DHCP, puisqu'ils ont été capables d'obtenir leur information DHCP avant que le serveur va down, puis les autres, ils n'ont pas rebooté ou quelque chose, ou rien n'a fait en sorte qu'ils ont dû comme changer d'information de DHCP, comme leur lease n'est pas expiré ou rien. Donc, on va checker ça. C'est ça, qu'est-ce que moi je pense. Je vais utiliser ipconfig pour confirmer si j'ai raison. Donc, on va faire exactement comme j'ai fait avec le premier lab. Donc, je vais aller. Donc, c'est-tu. Je vais voir ça. The owner and IT administration. Donc, je vais aller sur IT admin. Ouais.
Donc, IT admin, on voit, il n'y a pas de connexion. Puis si je fais sur CMD, ipconfig/all, comme d'habitude. Donc oui, je ouvre mon CMD car je veux voir, je veux taper mon ipconfig command juste pour que je puisse voir de l'information. Puis ouais, c'est ça. En fait, c'était 254.range. Anyway, donc je vois ici, Auto Configuration IPv4 address. Je vois que c'est une adresse qui commence avec un 169 dans le premier octet de l'adresse IPv4. Ça me dit automatiquement que je regarde une adresse APIPA. Puis ça me dit que pour une raison ou une autre, le serveur DHCP n'est pas capable de communiquer avec, ou le host ne peut pas communiquer avec le serveur DHCP, pour une raison ou une autre. Je vais commencer juste en regardant les exhibits, à cause je veux me voir comment exactement est-ce que c'est fait. Ouais. Donc, je vais juste aller voir, premièrement, le serveur ici. Peut-être que le serveur il est juste éteint, je sais pas. Ok, sur le serveur il est là. Le serveur est allumé, donc c'est pas ça le problème. Je vais aller ici en Corp Server, puis je vais aller sur le serveur DHCP. Donc je vais aller ici comme d'habitude. Donc je suis allé dans le Hyper-V Manager. Ou non, c'est qui est mon Hyper-V Manager dans... Je suis allé dans le Hyper-V Manager, j'ai cliqué Corp Server ici, puis j'ai sélectionné le Virtual Machine qui s'occupe du serveur DHCP. Ça m'a ouvert ça. Là, je vais cliquer sur Tools ici dans le Server Dashboard. Je vais ouvrir le menu DHCP. Je vais ouvrir le CoreNet IPv6. Puis je vois, ok. Qu'est-ce que je vois? J'espère que c'est assez gros sur mon écran, mais ici dans le scope, je pense que c'est comme le premier scope, là, je sais pas si c'est Subnet 1 ou quoi. Mais si je suis capable de l'agrandir. Ouais, Subnet 1, je vois que le scope, pour une raison ou une autre, il est juste disabled. Je sais pas s'il y a une raison en particulier que ce scope-là ait été éteint. Aucune idée. Mais là, à cause que le scope est disabled, bien évidemment, le serveur DHCP n'est pas capable d'assigner aucune information DHCP à cause que le scope a besoin d'être activé pour que. À cause que le serveur DHCP a besoin du scope pour assigner ses adresses, les adresses IP au host du réseau. Donc je vais faire un right click. Puis. Ouais, non, reset. Je vais aller ici, je vais aller dans. Ok. Oh, je suis vraiment aveugle. Tiens, il est là. J'ai fait juste une clic de droite sur le scope d'activer, puis je vais juste cliquer Activate. Ok. Puis là, ça devrait arranger mon problème. Si je retourne sur le IT admin, là, j'ai encore une fois faire le ipconfig /release. ipconfig, pas ipconfig, whatever, ipconfig. J'ai aucune idée c'est quoi ça, je sais pas comment taper avec un clavier. Donc, ouais, je viens juste de releaser ça. Donc, il y a encore sur du APIPA, à cause que, évidemment, il y a encore. Je vais faire ipconfig /renew pour obtenir de la nouvelle information, des nouveaux paramètres réseau du serveur DHCP. Puis là, j'ai fait ça, on voit que la collection fonctionne. Puis là, juste checker, ça fonctionne. Je vais retourner dans le Executive Office. Lui, il ne fonctionne pas encore, donc qu'est-ce que je vais faire? Juste montrer. C'est pas nécessaire d'utiliser les commandes release et renew. On peut aussi juste comme fermer l'ordinateur et le rallumer, ça fait la même chose. Et si l'ordinateur veut juste s'allumer comme assez rapidement, on devrait voir que, ouais, la connexion réseau fonctionne. Done. Et voilà. Donc, troubleshooting numéro 2. Faut toujours faire certain que ton DHCP scope est allumé. Ça aide beaucoup quand ton service DHCP, si tu veux l'utiliser, ça aide quand il est allumé. Donc, ça c'était là. Ok, on est maintenant rendu au troisième et dernier laboratoire pour la section 5.8 sur le troubleshooting en utilisant ipconfig. Donc, je vais lire la situation. You are a network technician for a small corporate network. The network is connected to the internet and uses DHCP for address assignment. The employee in Office 1 reports that his workstation can communicate with some computers on the network, but not on the internet. You need to diagnose and fix the problem. Ok. Celui-là, comparé aux autres, je trouve que c'est un peu comme une combinaison des deux laboratoires, dans le sens que on ne peut pas accéder à l'Internet. Donc, ça peut être un problème où le serveur DHCP n'a pas été configuré correctement avec l'adresse correcte du default gateway. Ça pourrait aussi, techniquement, aussi être un
DNS, un problème avec l'adresse DNS, j'ai pas pensé ça aussi, parce que c'est le mauvais serveur DNS qui est utilisé. Ça pourrait être du Apipa, à cause comme certains ordinateurs peuvent communiquer sur les réseaux entre eux, mais pas avec l'Internet, pas avec certains autres ordinateurs. Donc, on va rentrer dans le lab, puis on va juste diagnostiquer avec ipconfig. Donc, puis là aussi, je vois que, ouais, c'est seulement un ordinateur sur le réseau. Donc, qu'est-ce que moi, ça me dit, c'est que c'est probablement spécifique avec cet ordinateur-là. Donc, je vais rentrer dessus, je vois que oui, véritablement, l'ordinateur ne rejoint pas le réseau. Je vais faire ipconfig / pour voir toute l'information que j'aime voir. Puis là, on va voir qu'est-ce que ça me dit ici. So ça dit IP, pas de Win Server, ça dit Auto Configuration. Donc, c'est pas du Apipa, parce qu'on n'a pas d'adresse Apipa ici dans sur IPv4 address. Notre masse sous réseau est correcte. C'est intéressant. Je vais aller, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre. Premièrement, je vais checker mon affaire avec le serveur DNS. Je vais voir si c'est le serveur DNS. Donc, serveur DNS, c'est. Ouais, 163.128. Ouais. .78.108. So, je vois tout de suite que cette adresse de serveur DNS-là n'apparaît. Je pense pas qu'elle apparaît nulle part pour comme un serveur DNS comme tel à cause. Ouais, ça devrait être 93.8 au troisième octet. Ou quatrième octet, excuse. Donc, ça me montre que vraiment je vois. Je vais juste faire certain que c'est vraiment ce que le DHCP fonctionne. So, si je vais attendre, Network and Sharing Center. Je vais juste faire certain que c'est pas comme une erreur d'adressage statique. So, en fait, c'est quoi, juste faut que je montre que j'ai fait. Donc, juste aller ici sur le petit icône du réseau qui dit que erreur, le réseau n'est pas identifié et ne fonctionne pas. J'ai fait un right-click, j'ai cliqué sur Open Network and Sharing Center. Ensuite, j'ai cliqué ici à côté de Connections, sur le Ethernet Connection. Ça ouvre le petit menu ici sur le status. Il me dit que ça marche pas. Je clique sur Properties, puis là ici, je clique aussi dans les menus sur Internet Protocol version 6 ou IPv6 ou version 4, excuse. Et je vois que. Ouais, ok. Donc l'ordinateur ici, pour une raison ou une autre, est configuré pour obtenir son avec du static IP assignment pour une raison ou une autre. Puis le serveur DNS il est pas bon là-dessus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste configurer l'ordinateur pour qu'il obtienne son information automatiquement. Puis ouais, ok, ça a résolu le problème. Donc, c'était juste ça. C'est pour une raison ou une autre. L'ordinateur ici était configuré pour obtenir ces paramètres de IPv4 de façon statique pour une raison ou une raison d'autre. Même si le réseau utilise du DHCP. Donc, j'ai juste activé le DHCP. L'ordinateur a envoyé un request au serveur. Il a obtenu de l'information correcte. Puisqu'on a vu l'information pour le DNS, entre autres. J'ai pas checké s'il y avait d'autres choses qui étaient incorrectes. Là. Mais que cette information dans le static assignment était incorrecte. J'ai arrangé ça juste en configurant le DHCP. Et puis, comme on va voir, automatiquement, ça a résolu le problème. Et ça, c'était le dernier laboratoire. Pour section 5. Pour chapitre 5. Donc, ok, on a fini le dernier lab pour la section 5, mais il y a une couple de petites choses que je voulais passer à travers en lien avec le troubleshooting en utilisant ipconfig techniquement, mais juste montrer c'était quoi ces choses-là avant de finir. Donc, la première chose, ça serait alternate configuration. Donc, ici, on voyait, c'était ici sur la BC où que la personne utilisait la configuration statique pour une réseau sur son ordinateur. Mais ici, à côté du paramètre, ce qu'on peut choisir si on veut que ce soit du DHCP qui est utilisé pour configurer les adresses IP sur l'ordinateur ou juste que ça soit configuré statiquement, il y a un petit bouton ici qui s'appelle Alternate Configuration. Puis Alternate Configuration, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça décide si l'ordinateur va utiliser du Apipa, s'il n'est pas capable de contacter un serveur DHCP, ou s'il va utiliser juste du Alternate Configuration. Puis Alternate Configuration, c'est essentiellement où ce que l'utilisateur ou un administrateur qui administre l'ordinateur peut dire à l'ordinateur
peut lui indiquer quelle adresse IP utiliser, quel subnet mask utiliser, quel default gateway address utiliser, quel serveur DNS, etc., etc., comme les adresses de toutes ces choses-là, au cas où le serveur DHCP ne peut pas être contacté. Puis ça peut être généralement, selon moi, meilleur que Apipa, juste à cause que tu es capable de configurer des options comme password par défaut, puis un serveur DNS, des choses comme ça. Donc c'est certainement une alternative au Apipa. Prochaine chose que celle-là, je vais juste discuter brièvement. Il peut y avoir des problèmes causés sur un réseau si deux appareils ont la même adresse MAC, comme la même adresse MAC, pas MAC. Et puis, ça peut être causé par juste comme soit une défectuosité à la manufacture, ou aussi, techniquement, certaines adresses MAC peuvent être modifiées par l'utilisateur. Il y a certains réseaux qui permettent ça. Avoir deux adresses MAC identiques sur le réseau, c'est comme avoir deux adresses IP identiques sur le réseau. En fait, c'est un petit peu pire, dans le sens que... Et puis, c'est juste... Ça crée beaucoup de conflits au niveau des adresses, puis ça empêche les communications complètement. Dernière chose, je vais retourner dans mon CMD. Je pense pas que ça devrait me le montrer. Mais dans le CMD, si je fais ipconfig /all, ça devrait me dire, je sais pas si ici ça me le dit, mais il est possible. J'essaie de voir DHCP, ouais, juste ici, DHCP server. Donc les ordinateurs sont configurés avec l'adresse IP d'un serveur DHCP. Maintenant, il est possible que s'il y a des problèmes de communication sur le réseau, que le serveur DHCP ou que l'adresse du serveur DHCP n'est pas là-bas. Dans ce cas-ci, elle l'est. Mais il est possible que ça ne soit pas. Ça peut être juste une erreur, mais souvent, c'est juste comme une erreur de configuration quelque part par accident. Ou ça peut aussi être un problème avec des rogue DNS, pas DNS, DHCP server. Où il y a comme une personne malfaisante qui a essentiellement créé un serveur DHCP sur comme un deuxième serveur DHCP sur ton réseau pour faire du tort. Et puis ça peut causer des problèmes. La façon qu'on diagnostique ça, si on regarde à l'adresse du serveur DHCP, on fait certain que c'est l'adresse du bon serveur DHCP. Puis si je configure comme, normalement tu as accès à cette information-là, dans Tester, ils donnent le beau petit schéma, puis je peux voir comme, je sais pas, ils ne montrent pas dans leur exhibit, mais il devrait y avoir l'adresse du serveur DHCP à bord. Donc ça, c'est juste des petites choses que je voulais rajouter pour ce qui est du troubleshooting d'adresse en utilisant ipconfig. Et puis, ouais, non, ça c'est là tout ce qui restait pour le chapitre 5 sur ipconfig. Donc maintenant, on vient juste de terminer le chapitre 5 de Network Pro et on va passer au chapitre 6, qui touche surtout sur la gestion des switches. Un appareil de réseautique. Donc, on sait déjà c'est quoi une switch. On les a déjà vus à plusieurs reprises dans les unités du passé. Donc, juste faire un petit recap super cool. Une switch est un appareil de réseautique qui permet de relier plusieurs différents hosts sur un même réseau ensemble. La switch opère à la deuxième couche du modèle OSI. Et les switches sont capables de prendre les frames qui sont envoyés d'un host à un autre et de l'analyser, d'utiliser ces ARP et CAM tables pour forwarder, je sais mon beau français, la frame à son bon destinataire automatiquement. Donc ça, c'était notre petit recap super facile. Aujourd'hui, je vais parler particulièrement des virtual LAN ou des VLAN, pour plus court. Donc, dans une switch, il est possible de configurer la switch en créant différents broadcast domains. Donc, c'est ça qu'on fait des VLAN, on est en train de définir des différents broadcast domains. Ça se fait, la switch est capable de faire ceci en assignant ces différents access ports comme faisant partie d'un même logical LAN ou virtual LAN. Il est aussi important de noter que lorsqu'un port est assigné à un VLAN à l'intérieur d'une switch, mais elle ne peut seulement être assignée qu'à un seul virtual LAN. Elle ne peut pas en faire partie de plus que un. Donc, il est aussi important à comprendre qu'est-ce que ça veut, c'est quoi les effets d'avoir un VLAN à l'intérieur d'une switch. Donc ici, si j'utilise ce beau graphique qui illustre très clairement c'est quoi un virtual LAN, on peut constater que les appareils dans les ports 1 et 2 Fast Ethernet de cette switch centrale, ici font partie
du même VLAN. Donc ça veut dire que les deux appareils ici font partie du même Virtual LAN. Ces deux appareils-là peuvent très facilement communiquer ensemble puisqu'ils font partie du même Virtual LAN. Cependant, s'ils veulent communiquer avec les appareils du deuxième Virtual LAN, donc les appareils qui sont attachés aux ports 3 et 4 qui ont été configurés, et ces ports-là qui ont été configurés pour faire partie du Virtual LAN, eh bien, ils ne seront pas capables de le faire puisque ces deux Virtual LAN sont considérés comme deux réseaux complètement séparés. C'est comme ça qu'ils ont été configurés, puis on va voir ça un petit peu plus tard à l'aide de laboratoires. Donc, si les appareils dans les deux Virtual LAN différents veulent communiquer ensemble, ils auront besoin de soit utiliser un routeur pour router essentiellement l'information entre les deux Virtual LAN, tout comme que on ferait normalement lorsqu'on voudrait faire du routing entre deux réseaux physiquement séparés, donc comme on a vu dans l'unité, je me souviens c'était le T3 ou 4. Ou il est aussi possible de juste faire la même chose avec un Layer 3 switch, qui est une switch qui a aussi la capacité d'opérer à la troisième couche du modèle OSI, donc qui a des routing capabilities. Donc les VLAN utilisent quelque chose qu'on appelle des VLAN ID pour être capable de contrôler le inter-switch traffic, donc tout le trafic essentiellement qui se retrouve à passer à travers la switch. Donc lorsqu'essentiellement, disons que, par exemple, le host sur le port Fast Ethernet 02 décide d'envoyer une frame à la switch ici. Bien, la switch va append au header de la frame un VLAN ID. Et ce VLAN ID-là, essentiellement, permet à la switch d'identifier à quel VLAN appartient la frame et ensuite est capable d'opérer comme la switch est capable de savoir comme où ce que la frame a le droit et n'a pas le droit de se rendre. Par la suite, la switch, dans cet exemple, la seule option, c'est que la frame se fasse renvoyer au host numéro 2 par le port Fast Ethernet 01. Et juste avant que le port ou que la frame est envoyée au host sur le port 1, le VLAN ID est discardé puisque c'est seulement les switches qui utilisent et qui comprennent les VLAN ID. Donc, il existe plusieurs raisons de pourquoi que quelqu'un voudrait créer des Virtual LAN. Premièrement, ça permet d'isoler certains appareils l'un dans l'autre. Donc, par exemple, pour des raisons de sécurité, peut-être qu'on ne veut pas qu'un appareil dans VLAN 1 soit capable de communiquer avec l'appareil dans VLAN 2. Les appareils peuvent aussi être séparés par leur groupe de travail. Donc, par exemple, un groupe dans un département d'une entreprise peut avoir leur propre VLAN et ceux dans un autre département pourraient avoir un autre VLAN pour eux. Ça facilite aussi les transferts entre les différents VLAN. Donc, avec un VLAN, pour qu'un host change de VLAN, il faut tout simplement changer à quel port est assigné le host. Donc, si on veut que, par exemple, on voulait que le host sur le port numéro 1 appartienne au VLAN numéro 2, bien on peut simplement dire OK, mais port numéro 1 maintenant fait partie de port numéro 2. Et je pense aussi qu'on est capable de physiquement juste changer la connexion du port. C'est aussi bon pour isoler certains types de trafic l'un de l'autre. Par exemple, on pourrait créer des virtual LAN séparés pour soit du trafic Internet typique ou du trafic intranet typique aussi. Et pour le séparer de, par exemple, du trafic VoIP ou Voice over IP, puisque ça peut apporter plusieurs bénéfices de garder ces genres de trafic-là séparés. Donc, maintenant qu'on a vu c'était quoi un VLAN et qu'est-ce que ça fait, c'est les bénéfices, on va maintenant parler de comment créer des virtual LAN. Mais juste avant, je veux juste discuter un peu de c'est quoi la différence entre un managed switch et un unmanaged switch. Parce que c'est très important de comprendre ces différences-là lorsqu'on fait de la gestion avec des switches. Donc, une unmanaged switch, essentiellement, c'est une switch qui a déjà été configurée, qui a déjà eu ses paramètres configurés à la manufacture par le manufacturier. Cette switch-là, elle ne peut pas être configurée par l'administrateur ou l'utilisateur. Donc, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus vite à set up initialement, mais si il y a un besoin spécifique pour le réseau,
où ce qu'il faudrait changer des paramètres, eh bien, c'est pas faisable du tout avec un manage switch. Un manage switch, par exemple, est une switch qui peut avoir ses paramètres modifiés par l'utilisateur ou l'administrateur, dépendamment du cas, à travers une console ou un terminal. Il existe deux façons principales, de modifier les paramètres dans un manage switch. Typiquement, il y en a deux types primaires. Donc, il y a du in-band management et du out-of-band management. Du out-of-band management, c'est lorsque les paramètres de la switch et la console de la switch est accédée par un ordinateur ou une workstation dans un canal de communication complètement séparé du reste du trafic qui rentre ou qui s'en va vers et qui passe à travers la switch. Donc, par exemple, un bon exemple de out-of-band management serait lorsque un workstation serait relié à une switch et accéderait à sa console via un câble rollover qui est connecté à un bord dans la switch avec un connecteur RG45 et à l'autre bord soit un serial connector dans l'ordinateur ou avec une connexion USB. Pour du in-band management, là, ce serait un moyen d'accéder aux paramètres ou à la console de la switch, mais via les mêmes moyens qui sont utilisés mais au même endroit que le reste du trafic qui passe à travers la switch. Donc, les paramètres de configuration seraient faits en passant par le même chemin que tout le reste de l'information qui passe par la switch prend. Ces configurations-là, techniquement, sont faites avec des protocoles tels que Telnet et SSH. Et puis, ou aussi, il y a des options qui permettent l'utilisation d'un protocole HTTP via un furteur web. Le in-band management a quelques désavantages. Cependant, premièrement, les switches ont besoin d'être configurés avec une adresse IP avant d'être capable de faire du in-band management. S'il y a n'importe quel problème avec la connexion générale dans le réseau, le in-band management ne peut pas fonctionner puisque ça prend le même trajet que tout le reste de l'information du réseau. S'il y a des problèmes ou similaires comme avec la vitesse du réseau qui n'est pas bonne, ça peut affecter le in-band management. Et aussi, s'il y a il faut faire certain que lorsque le in-band management est fait, que c'est fait d'une façon très sécure, puisque le trafic passe par la même place que tout le reste du trafic, puisque le trafic de configuration passe par la même place que le reste du trafic qui passe à travers la switch, eh bien, ça le rend plus vulnérable à des attaques par des malfaiseurs. Donc, j'ai déjà mentionné, donc la connexion via le port console à la fois, je peux faire du out-of-band management et aussi le virtual terminal connection, ça c'était comme le Telnet ou le Telnet puis comme SSH puis des choses comme ça. Puis aussi, il y a du Security Device Manager c'est ça qui permet l'utilisation, ce système-là, de faire de la configuration des switches via un furteur web, si je me trompe pas, en utilisant du HTTPS. J'ai dit HTTP tantôt, mais ça doit être HTTPS parce que c'est plus secure. Dernière chose aussi, c'est que lorsqu'on fait soit du out-of-band management via comme la connexion au port console de la switch pour pour la configurer, ou lorsqu'on fait lorsqu'on configure la switch via du in-band management en utilisant une connexion WAN ou LAN déjà existante via comme un protocole comme SSH ou Telnet, il est nécessaire d'utiliser un Terminal Emulation Software. Par exemple, dans TestOut, il mentionne le programme PuTTY pour être capable d'avoir une interface que l'utilisateur peut interagir avec pour être capable de modifier la configuration des switches. Donc, maintenant qu'on comprend c'est quoi un VLAN et comment on peut configurer une switch en utilisant du in-band management et du out-of-band management, je vais maintenant montrer comment utiliser des commandes avec un command line interface pour configurer des virtual LAN sur une switch. Donc là, dans ce laboratoire ici, que je vais utiliser pour faire ma petite démo de comment créer des VLAN. Donc, j'ai juste cliqué sur la switch ici pour accéder à son command line interface.
Et c'est ici que je vais être capable de donner à la switch des différentes commandes pour créer des virtuals. Donc, je vais commencer juste en tapant Enter et en tapant la commande Enable. Qu'est-ce que la commande Enable, ça fait? C'est que ça... on remarque ici, ma petite flèche est devenue une dièse. Et ça veut dire que je suis maintenant en mode privilégié. Et maintenant que je suis en mode privilégié, je peux maintenant taper la commande config pour rentrer en mode de configuration globale. Et là, je peux commencer à taper les commandes qui vont vraiment créer des virtual LAN. Il est possible que lorsque vous essayez de rentrer en mode privilégié, que ça vous demande pour un mot de passe ou un nom d'utilisateur. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas, par exemple. Donc, première commande que je vais taper, ça va être VLAN 7. Et qu'est-ce que cette commande-là, assez simple, va faire, c'est qu'elle va créer un VLAN. Dans ce cas-ci, un VLAN avec le numéro assigné comme étant 7. OK? Puis j'ai assigné le numéro 7 à cause c'est juste dans ce laboratoire ici. C'est ça le numéro que le lab veut que j'assigne pour le premier virtual LAN. Donc je vais taper Enter. Et maintenant, on peut voir que j'ai créé le VLAN et je suis rendu dans la mode de configuration pour ce VLAN-là, juste ici dans la parenthèse. Maintenant, je peux taper la commande Name, suivi par le mot Accounting, pour assigner le nom Accounting au VLAN numéro 7, puisque c'est ça que le lab m'a demandé de faire. Ils veulent que je nomme le VLAN numéro 7 Accounting. Puis c'est ça que je viens juste de faire. Donc maintenant, on a un VLAN qui a un nom, mais il n'y a aucun port qui fait partie de ce VLAN. Donc, il n'y a aucun host qui va participer, qui va faire partie de ce VLAN. Donc, il faut assigner des hosts au VLAN. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper la commande Interface, Range, Fast, puisqu'on veut configurer nos Fast Ethernet, nos ports Fast Ethernet. Il y a aussi des ports Gigabit qu'on va voir à la fin. Fast. Et puis, pour le VLAN numéro 7, je vais taper 0, 4 à 5. Donc, essentiellement, je dis, je veux configurer les paramètres pour les interfaces entre Fast Ethernet de 4 à 5. Si je tape ça ici, tu vois, là, ça me dit que je suis en configuration d'interface au IF Interface et aussi Range à cause je suis en train de configurer plus qu'une interface en même temps. Je vais maintenant taper la commande Switch Port Access suivi par le VLAN 7. Et cette commande-là, c'est elle qui va dire aux interfaces qu'on a sélectionnées ici, avec Interface Range Fast de 4 à 5, ça va leur dire, avec la commande Switch Port, qu'ils doivent maintenant faire partie du Virtual LAN numéro 7. Donc là, ça c'est fait. Donc, le Virtual LAN numéro 7 vient juste d'être fait. Et là que j'ai terminé sa configuration, je vais juste taper Exit pour sortir et retourner en mode de configuration globale pour faire la même chose avec le Virtual LAN numéro 9. Donc, je vais commencer en créant le Virtual LAN numéro 9. Taper son nom. Je vais aller un petit peu plus vite à cause que on a déjà vu comment faire ça. Donc, Resource, c'est son nom. Je vais taper Interface, Range, Fast, 0, 6 à 7. Pour sélectionner 6 interfaces-là. Ensuite, je vais dire Switch Port, Access, VLAN 9. Et voilà. Le Virtual LAN numéro 9 a aussi été configuré. Donc, je vais ressortir une dernière fois. Et je vais configurer le Virtual LAN numéro 12. Donc, je vais le créer avec la commande VLAN 12. Ensuite, je vais lui donner le nom qui est Unused. C'est ça que le lab veut que j'assigne comme un nom. Name Unused. Ensuite, je vais taper Interface Range. Dans ce cas-ci, ils veulent que je fasse Fast Ethernet de 0, donc de 8 jusqu'à 24. Donc, c'est là que la commande range devient vraiment utile quand tu as plus que 1 ou 2 ports à assigner. Donc, je vais sélectionner ces ports-là. Je vais faire Switch Port, Access, VLAN 12. Juste comme ça. Maintenant, on voit qu'ici, oui, il y a des ports Fast Ethernet, mais il y a aussi 2 ports de Gigabit Ethernet qu'on veut assigner au Virtual LAN numéro 12. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais encore une fois taper Interface, Range. Cette fois-ci, au lieu de Fast, je vais taper Gigabit Ethernet. Ensuite, je vais faire de 0, c'est 0,1
à 2 comme ça. Maintenant, c'est peut-être difficile à voir, mais oui, avec cette commande, je vais sélectionner nos interfaces Gigabit Ethernet. Et je vais utiliser la commande switchport. Switchport une dernière fois. Switchport. Access. Virtual LAN 12. Donc, j'assigne des ports Gigabit au Virtual LAN numéro 12. Ce qui est fait. Maintenant, si je retourne complètement en arrière, donc je retourne juste en mode privilégié de base, je sors du config en utilisant la commande exit 2 fois. Donc, ça me dit ici, oui, la configuration a été configurée par l'administrateur, etc., etc. Je suis maintenant capable d'utiliser la commande show VLAN, qui va me montrer tous les différents VLAN sur le système. Donc, ici, on a le default VLAN avec nos 3 interfaces. Et ensuite, le VLAN numéro 7, accounting, avec les ports 4 et 3, et puis etc. Unuse avec tous les extras, et 9 aussi, etc., etc. Et avec ça, on peut voir que notre configuration a réussi comme qu'on le voulait. Là, je vais peser More. Je peux maintenant utiliser la dernière commande que je vais vous montrer. Copy, Run, Start. Et cette commande-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va copier tous les paramètres qu'on vient de faire et elle va les mettre dans le Startup Configuration File de la switch. Parce qu'en ce moment, les configurations qu'on a faites, ils sont encore temporaires. Donc, si la switch, pour une raison ou une autre, juste s'éteint, mais toutes ces configurations-là qu'on vient de faire vont disparaître. Donc, il faut la mettre dans le Startup Config File. Donc, copier nos paramètres pour le Startup Config File. C'est de là que vient la commande. Comme ça, lorsque la switch va s'allumer pour la prochaine fois, bien, elle va le voir que dans son Startup Config, ça dit qu'il faut utiliser tel paramètre, etc. Ce qui sont les paramètres qu'on a assignés ou qu'on a créés aujourd'hui. Donc, je vais taper Enter là-dessus. Ça me dit, est-ce que je veux vraiment copier ça au Startup Config? Je vais juste passer Enter pour dire oui. Et maintenant, on vient juste déterminer la configuration des Virtual LAN. Donc, si je pèse Done, oui, j'ai réussi le laboratoire. Donc, ça, c'était comment configurer des Virtual LAN sur une switch avec un Command Line Interface. Donc, maintenant qu'on comprend c'est quoi des VLAN et comment les configurer, je vais parler de quelque chose qui s'appelle du trunking. Du trunking, essentiellement, c'est la technologie qui nous permet de créer des VLAN qui ne sont pas limités à seulement une switch. Donc, avec du trunking, on peut créer des Virtual LAN qui span, je sais pas, excusez mon beau français, là, mais qui span plus qu'une seule switch. Comme par exemple, si on regarde l'exemple ici, on a deux appareils ici. Donc, un appareil qui est relié au port Fast Ethernet 1 de la switch à la gauche et l'autre au port Fast Ethernet 1 de la switch à la droite. Et ces deux appareils-là, ces deux hosts, font partie du même VLAN, même s'ils ne sont pas techniquement reliés à la même switch, l'un avec l'autre. Donc, pour permettre la communication entre ces deux mêmes hosts qui sont sur le même VLAN, mais pas reliés à la même switch, on a besoin de configurer quelque chose qui s'appelle un trunk port. Donc, un trunk port peut être configuré en utilisant n'importe quel des ports sur n'importe quel des deux switches. Les trunk ports, par défaut, font partie de tous les VLAN, comparativement au access port, donc les ports que les hosts sont reliés avec, qui font seulement partie de un VLAN. Les trunk ports font partie de tous les VLAN par défaut. Et ils sont capables de prendre du trafic de tous les VLAN et de le rediriger à sa destination. Les trunk ports, aussi, au lieu de relier des workstations ou des hosts à une switch, les trunk ports relient les switches entre l'un à l'autre. Et essentiellement, lorsqu'un trunk port est configuré, un peu comme qu'on a fait dans le laboratoire, ça permet de relier un trunk line entre les deux switches. Et maintenant, les deux switches peuvent utiliser le concept du VLAN ID. On a parlé de ça un petit peu avant dans la présentation, pour forwarder les frames qui appartiennent d'un même VLAN à un autre switch et le relier à l'autre workstation qui fait partie du même VLAN. Comme par exemple, je vais juste retourner ici, sortir. Disons que le frame, que le workstation ici connecté au Fast Ethernet 1 de la switch de la droite veut envoyer une frame à l'autre workstation qui fait partie du Virtual LAN 1 mais qui est connecté au Fast Ethernet 1 de la switch à la gauche. Eh bien, l'ordinateur envoierait sa frame à sa switch qui lui appellerait à son header, comme qu'on a discuté tantôt, un VLAN ID. Et puis là, ensemble,
Puis là, maintenant, le frame a été identifié comme faisant partie du VLAN 1. Et maintenant que ça c'est fait, le frame peut être envoyé en passant par le trunk line jusqu'à l'autre switch. La prochaine switch lit le VLAN ID, capable de dire ah ok, eh bien cette frame fait partie de ce VLAN, donc elle ne peut seulement être envoyée à telle et telle interface ou à tel et tel port. Donc là, une fois que ça c'est fait, le VLAN ID peut être pris et discardé, puisque c'est seulement les switches qui sont capables de lire des VLAN ID, donc ils sont discardés avant que la frame est envoyée, et la frame par la suite peut être envoyée au bon host sur le réseau. Donc maintenant qu'on a une meilleure idée de c'est quoi du trunking, qu'est-ce que ça fait, pourquoi c'est utile, je vais parler de deux technologies qui sont essentielles pour faire du trunking. Donc le premier, c'est du VTP ou VLAN Trunking Protocol. Et ce protocole-là permet à certaines switches d'être configurées comme étant soit un serveur, un client ou un switch transparent. Premièrement, les switches managed qui sont capables de faire du trunking, ben c'est tous les switches pas mal. Ils sont par défaut configurés comme étant des serveurs. Des switches qui sont des serveurs, eux, sont des switches qui sont capables de prendre de l'information à propos des différents VLAN sur un multi-switch network et puis de propager cette information-là et de l'envoyer essentiellement à toutes les autres switches sur le réseau. Ensuite, les switches qui sont configurés comme étant des clients peuvent prendre cette information-là pour se configurer. Il est aussi important à savoir que les switches qui sont configurés comme étant des clients ne peuvent pas avoir leur configuration à propos du VLAN local être modifié par un utilisateur ou un administrateur. Il est aussi important de savoir que pour que le VTP soit utilisable, il faut que toutes les différentes switches du réseau soient configurées ou aient un trunk port configuré qui leur permettrait, et un trunk port qui lie toutes les switches ensemble essentiellement. La deuxième technologie très importante lorsqu'on parle de trunking, c'est le protocole IEEE 802.1q. Et c'est ce protocole-là, essentiellement, qui est en charge de créer des VLAN ID. Donc, le IEEE 802.1q est capable de créer et supporter des VLAN de juste avoir un VLAN sur un réseau jusqu'à 4096 VLAN. Donc, il est capable de créer des VLAN ID pour ce montant de Virtual LAN. Et il y a aussi quelques caractéristiques à propos du IEEE 802.1q important. Donc, si premièrement des frames sont envoyés qui sont désignés pour faisant partie du default Virtual LAN ou le Virtual LAN 1, eh bien le IEEE 802.1q ne va pas lui assigner un VLAN ID. Et si un frame est envoyé et que pour une raison ou une autre, elle n'a pas de de VLAN ID, eh bien cette frame-là va automatiquement être distribuée, être considérée comme faisant partie du default VLAN ou du Virtual LAN. Donc pour terminer la présentation, je vais discuter de quelques problèmes communs qui peuvent survenir lorsqu'on doit gérer un réseau avec des switches. Le premier problème, c'est juste avoir un port de switch endommagé, ça arrive. Pour remédier à la situation, soit idéalement juste envoyer ou retourner la switch à la manufacture pour remplacer le port comme tel. Si ce n'est pas possible, il est possible de juste aller dans la configuration de la switch, dans la configuration console, et puis d'identifier en utilisant la commande description le port comme étant un bad port et par la suite juste le peupler par un connecteur RG45. Deuxième problème commun qui peut survenir s'appelle des broadcast storms, donc essentiellement lorsque comme un frame se promène partout dans le réseau, mais au lieu de comme aller de point A à point B et d'arrêter, le frame est continuellement broadcasté, rebroadcasté, jusqu'au point où le réseau devient floodé avec plein de frames qui sont continuellement broadcastés, rebroadcastés, ce qui peut causer beaucoup de troubles de connexion au sein du réseau. Les broadcast storms peuvent être causés par deux choses principalement. Soit une mauvaise connexion avec la switch, donc soit une switch qui est connectée à un autre switch, comme ici dans le diagramme, sans que ce soit configuré comme un trunk line ou comme un trunk. Donc c'est pas. Ou aussi il est possible que ce soit causé par une switch qui est juste connectée à elle-même. Donc essentiellement, les switches comme. Disons que c'est souvent causé par des broadcast streams. Donc disons que tu as une switch qui envoie un broadcast stream à un autre switch.
et bien là, l'autre switch le rebroadcast à toutes les hosts de réseau, mais ça inclut l'autre switch. Donc le broadcast frame est renvoyé à cette switch-là, qui elle aussi le rebroadcast, etc., etc., etc. Un autre cause de ce problème, ça peut être un denial of service attack, donc une personne malfaisante peut juste flooder le réseau avec du trafic. Il y a quelques différentes choses qui peuvent être faites pour remédier cette situation. Premièrement, juste éviter de faire des mauvaises connexions comme ça, comme quand on veut rejoindre deux switches ensemble, c'est une bonne idée de toujours utiliser juste du trunking et aussi de configurer des virtual LAN pour créer des broadcast domains séparés. Comme ça, comme quand une adresse de broadcast est utilisée, ben, c'est pas tout le réseau qui reçoit la frame, ce serait ça serait seulement les hosts dans le même virtual LAN. Il existe aussi des switches qui ont du built-in broadcast storm detection, donc ils sont capables de prévenir juste par eux-mêmes les broadcast storms. Il y a aussi du STP qui peut être implémenté dans le réseau pour remédier ça. Troisième problème qui peut survenir, ce serait des collisions dans le réseau. Donc, des collisions se produisent lorsque deux appareils ou deux hosts sur le réseau essayent d'envoyer un message en même temps sur le même network medium. Et puis là, les signaux, ont une collision ensemble. Et puis, ça l'empêche, le signal électrique, de se rendre d'un point A ou de point A à point B. C'est surtout causé lorsque plus qu'un host sont connectés au même access port d'une switch via quelque chose comme un hub. Mais pour empêcher que ce problème-là se produise, eh bien, idéalement, il ne faudrait pas avoir plus qu'un appareil qui est relié à un switch à un port sur un access port, excusez-moi, sur une switch. Donc, juste si des hubs sont utilisés sur le réseau, juste les remplacer, car c'est vraiment les hubs la source principale de ce problème-là. Quatrième type d'erreur, ça s'appelle un duplex mismatch. Donc, juste un petit rappel, du duplexing, c'est essentiellement ça détermine comment ou de quel sens peut se promener les communications entre deux appareils. Typiquement, tu as du full duplex qui veut dire que les appareils qui sont configurés ou qui sont capables de faire du full duplex sont capables de à la fois envoyer de l'information et recevoir de l'information en même temps, comme dans le petit graphique ici, et des appareils qui font du half duplex configuration sont capables de soit envoyer ou recevoir de l'information en même temps, mais ils ne peuvent pas faire les deux en même temps. Donc, des causes. Donc, un duplex mismatch, essentiellement, c'est lorsque un appareil essaie de communiquer en mode full duplex, tandis qu'un autre appareil essaie de communiquer en mode half duplex seulement. Des causes de cela peuvent être ici le auto-negotiation, ce qui est la technologie qui permet aux appareils de communiquer entre eux pour déterminer quel duplex utilisé a simplement pas fonctionné. Aussi, le auto-configuration a été bien configuré sur un appareil, mais que sur l'autre appareil a été manuellement configuré pour seulement utiliser du full duplex. Ou aussi, si les deux appareils ont été manuellement configurés pour utiliser deux duplex settings différents. Des symptômes d'un duplex mismatch incluent surtout des communications sur un réseau qui sont beaucoup plus ralenties que d'habitude, puisqu'il y a des bottlenecks de communication seulement half duplex qui se produisent, mais aussi des tests de ping qui ne semblent ne pas être affectés. Donc, cinquième grande type d'erreur commune qui peut se produire lorsqu'on travaille avec des switches en réseau sont des frame errors. Donc, lorsque une switch reçoit une frame, elle s'assure qu'elle va seulement forwarder la frame au bon host sur le réseau si la frame ne présente aucun problème. Sinon, la frame est tout simplement droppée ou abandonnée. Plusieurs switches sont aussi capables de tracker, donc garder un compte de du montant de frame error qui se présente sur le réseau. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte que une frame se fait juste dropper par une switch. Entre autres, si la frame est trop longue, donc s'il y a trop de bits dans une seule frame individuelle, ce qui est souvent causé par du jabbering de la part d'un faulty network adapter, donc une carte réseau qui ne fonctionne pas correctement, peut juste envoyer plein de garbage junk data, puis créer plein de frames qui sont juste trop longues.
et donc les switches ignorent ces frames-là. Si une frame est trop courte, elle peut aussi se faire dropper par la switch. Ça, c'est souvent causé par des problèmes de collision, comme on a parlé précédemment. Aussi des CRC errors, donc si la partie CRC de la frame, comme on a vu dans l'unité précédente, indique que la frame, pour une raison ou une autre, a été corrompue, et bien la frame va aussi être droppée. Et puis aussi, n'importe quel problème à la première couche du modèle OSI, donc n'importe quoi qui est au physical layer, donc c'est un problème avec un câble qui a été endommagé ou un appareil qui a aussi été endommagé pour une raison ou une autre et que les signaux électriques ou aussi, I guess, optiques ne se font pour une raison ou une autre. Ces choses-là peuvent aussi endommager ou affecter la qualité des frames et donc ça peut faire en sorte que toutes ces choses-là peuvent faire en sorte que les switches vont juste dropper les frames. Donc c'est ça, les frame errors. Donc lorsque les frames sont incorrects et que les switches vont les dropper. Donc, sixième problème commun qui peut survenir lorsqu'on travaille avec des switches, c'est du incorrect VLAN membership. Donc, essentiellement, du incorrect VLAN membership, c'est lorsque un host fait partie du mauvais VLAN et lorsqu'il devrait en faire partie d'un autre. Donc, disons, un host veut communiquer avec un autre host sur le réseau, mais il en est incapable à cause ils ne sont pas sur le même VLAN. Même si les utilisateurs et les administrateurs voulaient quand même qu'ils soient sur le même VLAN et qu'ils soient capables de communiquer. Ça peut être causé par la mauvaise configuration des virtual LAN. Donc, lorsque j'ai fait ma démo, on a vu comment on peut assigner les différents ports d'une switch à un virtual LAN. Donc ça peut être fait incorrectement et le mauvais port peut être assigné au mauvais virtual LAN. C'est aussi possible que ce soit un problème physique de câblage. Donc les virtual LAN et quels hosts ont accès à quel virtual LAN sont basés sur à quel port de la switch ou à quelle interface ils sont reliés. Donc ce n'est pas basé avec le MAC address du host ou rien qui est spécifique au host, c'est juste le port. Donc il est possible que le problème soit causé par un fil un câble RG40 avec un corps UTP qui a été branché à la mauvaise place. Donc, c'est possible de juste corriger le problème en changeant à quel port sur le switch que le host a été relié. Et ça, c'est VLAN, incorrect VLAN. Donc, septième et dernier problème commun qui peut arriver lorsqu'on travaille avec des switches, c'est un problème de slow link speed. Donc, lorsque les communications sur le réseau sont beaucoup plus lentes que à quoi on s'attendrait. Donc, par défaut, les appareils sur un réseau sont configurés pour opérer à leur vitesse maximale. Mais des fois, ils ne sont pas toujours capables de le faire. Des fois, c'est à cause que manuellement, ils ont été configurés pour opérer à une vitesse plus basse. Donc, par exemple, dans une switch, il est possible d'aller dans le command line interface de la console de la switch et puis configurer certains ports individuels pour opérer à des vitesses plus lentes. Et des fois, peut-être c'est fait incorrectement, ce qui bottleneck le réseau ou certains appareils au réseau. Il est aussi possible que le câblage utilisé pour relier la switch avec les hosts sur le réseau, pour une raison ou une autre, ne rencontre pas les standards ou son rating. Donc, il est possible qu'un câble qui est censé faire, disons, 100 mégabits par seconde, à cause qu'il a été soit endommagé ou pas bien fait à la manufacture, pourrait seulement opérer à 10 mégabits par seconde. Et on peut utiliser un cable certifier pour faire certain que le câblage est assez bon pour les vitesses, pour aller aussi vite que les appareils sur le réseau. Et aussi, évidemment, il est important de faire certain que tous les appareils sur le réseau sont capables d'opérer à la même vitesse maximale. Donc, ça se peut que c'est un réseau où la plupart de tes appareils opèrent à 100 mégabits par seconde, mais il y en a quelques-uns qui peuvent seulement opérer à une vitesse de comme 10 mégabits par seconde. Et bien évidemment, les communications avec les appareils plus lents vont être plus lentes. Donc, ça serait une bonne idée de soit remplacer ces appareils-là. Et sur ce, vient la fin de ma présentation. J'espère que c'était pas si pire que ça et que j'ai fait assez bien, que j'ai couvert assez de détails là. Merci beaucoup, M. Fichette, pour votre temps. J'apprécie ça énormément. Vous êtes un professeur très, très, très bon. Oui, donc on se revoit après Noël, je pense. À moins que c'est déjà après Noël pour vous autres. À la prochaine.